Bonjour à toutes et tous, merci d'avoir trouvé votre chemin jusqu'à l'ISM. Vous êtes les bienvenus et puis bonjour également à ceux qui nous écoutent à distance. Donc au nom de toute l'équipe de l'ISM, de son directeur Philippe Petria ici présent, moi je m'appelle Anne Troidec et nous sommes très très heureux d'accueillir donc Dima Declercq pour cette séance d'atelier autour de cet ouvrage, Le Liban en guerre. Donc Dima est historienne libanaise. Elle est titulaire d'une thèse sur les relations druso-chrétiennes dans le Mont Liban à l'épreuve des guerres et des réconciliations, des représentations et des mémoires. Thèse soutenue à l'Université Paris 1 en 2015 sous la direction de Pierre Vermeuren, dont Henri Laurence avait été rapporteur. Nadine Picodou surtout. Oui. Et voilà. Et donc, avec Franck Mermier et Henri Laurence qui signe également la préface de la réédition de l'ouvrage dont il va être question aujourd'hui. Alors, cette thèse n'a pas encore été publiée, mais Dima en a tiré de nombreux articles, publiés notamment dans des ouvrages collectifs en français et en anglais, consacrés à la guerre du Liban, notamment sur les frontières identitaires ou sur la question des mémoires antinomiques que la guerre a contribué à échafauder. Je pense notamment donc à son article sur Kamal et Walid Jumblat, entrepreneurs de mémoire. Elle était déjà venue à l'ISM comme professeure invitée en 2017. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'était il y a un siècle, parce que c'était la première fois qu'on enregistrait une séance. À l'époque, il n'y avait pas les visios, il n'y avait pas les enregistrements. Et on avait donc eu cette idée, Sophie Billardello, qui nous écoute à distance, avait eu cette idée de l'enregistrer pour la mettre sur les réseaux. C'était notre première séance et je vous invite à la réécouter. Elle était intitulée La sortie de guerre au Liban et les ratés de la réconciliation. Elle est disponible sur la plateforme de podcast SoundCloud et sur Canalu. L'ouvrage dont il est question aujourd'hui donc, est paru en 2020, réédité en 2025 pour l'anniversaire du déclenchement de la guerre civile, avec une introduction enrichie et mise à jour qui revient sur la séquence 2019-2025. J'avoue que j'ai été assez bluffée de cette mise à jour donc sur l'histoire immédiate, écrite à chaud, dans un rythme haletant, mais quand même avec lucidité et distance, il faut souligner. Séquence donc qui revient sur la crise bancaire, le casse du siècle, le soulèvement connu sous le nom de Thawra, la guerre menée par Israël contre le Hezbollah à partir du 23 septembre 2024. Dima dit que les Libanais l'ont vécu comme une dystopie. Peut-être que tu pourras revenir sur ce terme dans la discussion qui va suivre. Donc on a l'impression que le pays est toujours en guerre depuis 1975. Ce conflit, loin d'avoir disparu, s'est imposé comme un phénomène toujours présent et structurant, tout en étant tabou dans la société. On a cette culture de la violence et de l'impunité, comme on le voit encore voilà, comme phénomène structurant dans la géographie mentale, la géographie urbaine, la place des anciens chefs de guerre dans l'organisation politique libanaise, l'alliance symbiotique entre les élites politiques et le secteur privé et bancaire, que Georges Corb qualifie de bancocratie, et terme que tu récupères à ton compte, ou encore le rôle du Hezbollah, parti politique structurant et incontournable dans la vie politique libanaise, né pendant et de la guerre du Liban, produit à la fois de la fragmentation territoriale, de l'affaiblissement de l'État central, mais aussi du poids des ingérences étrangères dans le jeu politique libanais contemporain. Alors pourquoi c'est important de comprendre la guerre du Liban? Et là, je prends ma casquette de formatrice pour les enseignants du second degré. C'est une de mes activités à l'ISM. Non, pas seulement parce que c'est un conflit dans la guerre froide, parce qu'il fait également partie intégrale de la question de Palestine, comme l'ont tragiquement montré les événements voilà, que le pays a traversé depuis septembre 2024. Également, c'est un drame qui est ancré dans l'histoire longue du pays, de toute la région, qui a sa propre dynamique contre l'historiographie dominante qui parfois le réduit à sa seule dimension de guerre civile, mais aussi parce que c'est un cas d'école pour comprendre les processus de violence et les guerres modernes du XXIe siècle, avec cette articulation entre global et local, glocal, hein, je crois que c'est le terme que tu utilises. Donc ce livre porte un regard renouvelé sur un sujet vaste et controversé, pour lequel il essaie d'apporter un aperçu le plus complet possible des différentes thèses possibles, en les mettant souvent à équidistance, c'est ce que je trouve très intéressant. Mais je ne vais pas l'apesantir plus longtemps. J'avais prévu de faire un résumé du livre, mais je pense que vous êtes tous impatients d'écouter Dima. Et je vais présenter également Candice Raymond, qui a accepté de venir poser des questions à Dima à la suite donc, de la présentation que Dima va nous faire. Donc Candice Raymond est chargée de recherche au CNRS. Elle est rattachée au Centre d'histoire sociale des mondes contemporains. Elle est titulaire d'un doctorat de l'EHESS, donc tu connais un petit peu la maison, avec une thèse qui avait été consacrée aux historiens libanais contemporains et à l'écriture de l'histoire du Liban. Thèse publiée à paraître
aux presses de l'IFPO. Apparaître depuis très Apparaître, voilà, longtemps. c'est ça, depuis 2023. Je me demandais est-ce que je l'ai loupé. Non, voilà, donc que l'on attend avec impatience, qui arrêtera donc aux presses de l'IFPO, intitulé Le métier d'historien au Liban. Et c'est vraiment voilà, une question cruciale dont tu parles également un petit peu dans le livre, et en tout cas pour lequel ton livre apporte une contribution extrêmement bienvenue et attendue. Les recherches de Candice donc, portent sur l'histoire et la sociologie des mondes intellectuels au Liban, particulièrement à Beyrouth, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et tu es membre du comité de rédaction de la REM, la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, et de la Revue d'histoire des sciences humaines. Voilà, si mes informations sont exactes. Et ben donc, pour cet après-midi, on se donne à peu près jusqu'à 4h30 avec une présentation de Dima qui va revenir sur les grandes lignes de son ouvrage. Puis Candice voilà, va lui poser quelques questions. Il y aura un petit temps d'échange et puis ensuite, le temps sera venu pour vos questions à vous en ligne et en présentiel. Dima, je te laisse la parole. Alors, merci beaucoup de cette introduction et de cette présentation, Anne. Et merci à vous d'être toutes d'être ici parmi nous. Merci à Candice d'avoir voulu discuter ce livre, animer ce débat. Voilà, je vais retourner un petit peu sur la genèse de ce livre qui n'est pas né comme ça d'une on va dire d'une lubie ou bien comme ça, d'une envie comme ça pour écrire pour écrire. C'est vraiment justement ça a émané. C'est vrai que c'était quelque chose qui est sorti très spontanément, mais ça émane, on va dire, de plusieurs années de réflexion. Notamment pendant cette thèse de doctorat justement dont Anne parlait, qui m'a pris 7-8 ans de ma vie et pendant laquelle, lorsque je travaillais, mes compatriotes libanais ne posaient qu'une seule question. Ça fait des années que tu travailles sur la guerre du Liban. C'est la responsabilité de qui a commencé cette guerre. C'est qui le responsable? Qui a commencé? Donc c'était ça la question en arabe, min ballash. Voilà. Et en fait, je n'avais rien d'autre comme question. C'est-à-dire, mais personne ne m'a jamais rien dit. Qu'est-ce que tu as trouvé? Euh, on va dire les aspects sociologiques pour comprendre la guerre, comment tu as compris cette guerre, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. C'est qui a commencé et qui est responsable. Donc, la question des responsabilités, c'est vraiment très, très vite imposée à moi. Et je me suis dit, j'ai peut-être compris pourquoi il y a un déni littéralement collectif à parler de cette guerre, à vouloir être en paix éventuellement avec cette guerre, à pouvoir l'absorber ou la digérer ou même la dépasser. Il nous faut toujours revenir à la question des responsabilités. Si vraiment la question des responsabilités n'est pas traité, hein. Donc, et ce qui était très étonnant, c'est que aussi cette question de responsabilité, je l'avais aussi dans mon terrain, c'est-à-dire sur mon terrain d'études, tout le monde me posait la question des responsabilités et même des personnes, et surtout les personnes qui avaient participé à la guerre, c'est-à-dire qui avaient combattu, qui avaient tué, massacré, voilà. Et il me disait, c'est la faute à qui? Parce ne se sentaient pas eux-mêmes responsables. Et à la limite, ils se sentaient victimes d'avoir été entraînés dans ce qu'ils ont commis comme crime éventuellement, etc. Donc tout le monde, en fait, se sentait victime et voulait vraiment sortir le mal au-delà de soi, mais pas seulement de soi. On n'est pas dans le, euh, dans dans l'individuel uniquement, mais carrément le soi étant aussi la communauté plus large, le groupe auquel on appartient, ou en tout cas on pense appartenir, hein, le groupe identitaire, en l'occurrence, malheureusement, soit le parti politique au Liban, soit la communauté. Voilà. Donc, à partir de là, je me suis dit, mais comment alors, comment parler de la guerre du Liban, comment évoquer la guerre, comment enseigner la guerre du Liban, comment écrire la guerre du Liban, euh, euh, et que ce soit accepté par tout le monde, enfin, ou par beaucoup de gens. On va essayer d'éviter la question, enfin, alors à ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir que il fallait éviter la question des responsabilités. Donc j'ai commencé un petit peu et j'ai compris que en fait, euh, euh, l'aspect chronologique, l'approche chronologique,
elle permet en fait de déterminer les responsabilités parce que chronos logos, la logique du temps fait que à chaque fois qu'on retourne un petit peu en arrière, on va trouver qu'il y a un acteur qui a été à la base, ou en tout cas à l'origine de quelque chose, donc d'un événement auquel il y a eu une réaction, etc. Donc de fil en aiguille, on a une relation de cause à effet qui fait que il y a une action-réaction tout le temps. Et donc chaque fois, on peut retourner en arrière pour trouver un autre coupable, ou en tout cas quelqu'un qui a commencé, quelqu'un d'autre qui a commencé. Et là, s'est imposée donc l'idée avec les lectures et tout ça, avec aussi l'évolution de la recherche, l'idée de si on écrivait la guerre, toute la guerre, de façon thématique. On avait à cette époque une littérature qui était très... Henri Laurence disait que la guerre du Liban, c'est celle qui est le plus théséifiée ou théséifiée. C'est-à-dire il y a tellement de thèses dessus. Et en même temps, il y a très peu de livres d'histoire. Donc les livres d'histoire sont très peu nombreux. Malheureusement, le plus notoire a été celui de Samir Ossir, qui a été tué en 2005 dans un attentat et qui en fait s'arrête à 1982. Donc il y a une grande moitié de la guerre et pas des moindres, c'est pas pas la plus non plus. C'est à partir avant l'invasion israélienne, donc toute une partie qui n'a pas été couverte. Ensuite, on a d'autres livres plus longs dans le temps, c'est-à-dire qui ont travaillé sur l'histoire du Liban et qui ont intégré la guerre un chapitre ou deux sur la guerre dans leur ouvrage. Et là, on en a pas mal. Il y a des livres qui ont été écrits sur la guerre, mais pour la plupart, ce sont des témoignages ou bien des tentatives d'historicisation d'événements, de périodes, en voulant avec un aspect de justification aussi. Donc, et à partir de là, donc on a certains livres qui ont travaillé là-dessus. On a évidemment le livre formidable de Theodore Hanf qui s'appelle Coexistence in Wartime Lebanon, qui traite de la guerre. On a les ouvrages de Samir Khalaf en anglais, etc. Mais ça, là aussi, il y a des aspects plus sociologiques et plus politiques que d'autres. Donc, les travaux d'historiens sont restés euh, plutôt restreint. Et puis petit à petit, en fait, parce que ceux qui se sont emparés de la guerre au départ, c'était surtout tout d'abord les journalistes, évidemment, parce que le journaliste, il est là toujours aux premières lignes avec l'événement, avec ce qu'on a appelé l'histoire immédiate, justement. Euh, euh, Ensuite, on a eu petit à petit, avec le temps, on a eu des mémoires de combattants, d'acteurs qui ont commencé à apparaître. Ça a pris un peu plus de temps. Entre-temps, entre les deux, on a eu les artistes qui se sont emparés, les romanciers, les écrivains qui se sont emparés de la guerre. Beaucoup d'artistes et dans tous les domaines, le cinéma aussi, le théâtre, évidemment les arts plastiques, etc. Ensuite sont venus donc c'est venu une période de mémoire, mémoire avec un grand M, des acteurs, des protagonistes dans la guerre. Et ceux-ci, pour les avoir tous lus, euh, il y avait des comment dire, des récits euh, euh, honnêtes, intègres, c'est-à-dire proches sincères. Et puis, il y avait tous ceux qui étaient dans la justification de leurs actes, dans l'oubli, dans le déni de ce qu'ils avaient commis, même dans l'accusation d'autres personnes ayant commis les actes à leur place et étant morts. Donc, évidemment, le mort a toujours tort. Il n'est pas là pour se défendre. Donc, on accusait des gens qui n'étaient plus là d'avoir commis des actes qu'on avait soi-même commis. Et ayant un corpus d'entretien, mais vraiment très, très riche, je veux dire au-delà de 150 entretiens et souvent de très longues heures, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de mensonges dans ces mémoires officielles. Et les mêmes personnes que j'avais interrogées pendant des heures étaient en train de sortir des livres qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils m'avaient donné comme information, et souvent comme information même dans des groupes, c'est-à-dire parfois ils étaient à deux ou à trois ou à quatre en train euh, de, de, d'un peu purifier la mémoire. C'est-à-dire quand vous êtes à deux, trois, quatre,
c'est pas uniquement un événement qu'on raconte, un événement dans le sens tel que Paul Ricoeur le veut, c'est-à-dire l'effet avec l'assaisonnement qui vient avec l'effet. Quand on est à 2, à 3, à 4, il va y avoir un débat. Il y a non, mais c'est pas ça, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah oui, mais je me souviens. Donc là, c'est un peu halboxien, ça devient, voilà, les cadres sociaux de la mémoire se mettent en place et on arrive un petit peu euh, à extraire le fait de, de tout ce, comment dire, de tout ce brouillard de mémoire, de tout ce fouillis de mémoire qui est là. Et c'est très intéressant. Donc, quand je voyais sortir ces mémoires avec un grand M, publiées, parfois dans 3 langues, justement pour essayer de se justifier à maximum, à max, on va dire, il fallait, enfin, si on comprend pas le français, il fallait comprendre l'arabe ou l'anglais pour être sûr, justement, on a publié dans toutes les langues pour être sûr de vraiment de se dédouaner de ce qui s'était produit. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit non, ça va pas, il va falloir commencer voilà, à écrire. Et c'est là, à ce moment-là, donc j'avais fini ma thèse, j'étais dans une période de ma vie où je me suis dit, bon, il est temps peut-être de faire quelque chose. Et j'ai fait appel à Stéphane Malsagne, qui est un collègue avec qui j'avais donc fait ma thèse, justement, sous la direction de Nadine Picodou, donc un petit peu en même temps. Et il a été très enthousiaste vraiment de m'accompagner dans cette aventure parce que je me suis rendu compte que c'était un corpus énorme à couvrir, mais énorme. Alors que j'avais fait l'exercice pour la thèse, il fallait vraiment synthétiser tout ce corpus avec toutes les thèses de doctorat, tous les mémoires de master qui avaient été, on va dire, qui sont venus enrichir le corpus. Et, euh, et c'était énorme. Donc voilà, c'était un travail énorme. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler très sérieusement à partir donc de 2018-2019, et c'est là que la crise a commencé au Liban. Donc ça a été extrêmement difficile aussi de travailler dans ces conditions-là, en tout cas pour moi, parce que voilà, j'étais un petit peu dans l'œil du cyclone et il fallait aussi gérer avec les aléas de la vie quotidienne et du casse du siècle dont nous sommes tous sortis, on va dire, sans plumes, déplumés. Donc, mais bon, on a relevé le défi et ça a été. Alors, ce qui s'est imposé à nous, c'est le plan. D'un plan tout simple, tous les sous-titres du plan se sont imposés à nous, mais vraiment très rapidement. Évidemment, on aurait pu introduire d'autres chapitres, inclure d'autres chapitres, mais on a essayé sur la mémoire, par exemple, sur l'après-guerre, etc. Bon, l'après-guerre est venue après, mais pas encore la mémoire. Mais on s'est dit, on va d'abord travailler les grandes lignes. Et c'est à ce moment-là on s'est dit, on va commencer par un premier chapitre où on va vraiment faire une synthèse de toutes les causes qu'on peut lire, qu'on peut trouver, tous les facteurs qui ont abouti à des degrés différents, en tout cas selon des poids différents. On ne peut pas évidemment évaluer les poids parce que on n'a pas quantifié quel facteur a eu plus de poids qu'un autre, etc. Donc on était là à vouloir justement mettre tout ce qu'on a pu trouver sur la table sans rien cacher, en tout cas de ce qu'on a pu avoir. Donc les facteurs qui ont causé, qui ont été, et là ils sont structurels, ils sont internes, ils sont externes, donc exogènes, ils sont, euh, ils sont sociologiques, ils sont mémoriels, ils sont... vraiment, on a essayé de tout inclure sur les facteurs qui ont mené à la guerre du Liban. Ensuite, on a, euh, on a évidemment tenté une périodisation, sachant que les historiens ne sont pas tous, on va dire, pas vraiment d'accord sur la périodisation de la guerre du Liban. Mais en fait, finalement, on s'est rendu compte que ça dépend de l'objet d'étude. Parce que quelqu'un, par exemple, qui travaille sur les milices, on va dire, durant la guerre, n'a pas la même périodisation, ne conçoit pas les périodes de la guerre telles que quelqu'un qui est en train de faire une synthèse globale. Même chose pour quelqu'un qui travaille, par exemple, sur l'armée du Liban, l'armée libanaise dans la guerre du Liban, c'est pas non plus la même périodisation, il va trouver autre chose, ou elle va trouver autre chose. Pareil, donc ça dépend et on a trouvé, donc on a vu qu'il y avait pas mal de périodisations qui avaient été construites.
Et nous, comme on faisait une synthèse, on a essayé de ressortir quelque chose qui avait déjà été, on va dire, quelque part accepté par un grand nombre d'historiens qui ont travaillé sur une forme de synthèse à l'intérieur d'histoires plus longues du Liban et qui ont accepté, on va dire, les grandes lignes, la guerre des 2 ans, la période entre la guerre des 2 ans et l'invasion israélienne en 82, puis après entre 82 et 86, là où les civils commencent à rejeter les milices et leurs pratiques prédatrices, et là où, à partir de 86, malheureusement, le conflit devient même confessionnel, intra-faction, carrément euh, intra-parti, quoi, intra-milice. Et voilà, donc c'est là qu'on a senti que voilà, on pouvait articuler la guerre du Liban autour de ces quatre. Et moi, j'avais sorti un article à l'époque dans le magazine Sciences Humaines où j'avais déjà, on va dire, euh, euh, voilà, j'avais mis les périodes comme ça, et puis on s'est dit que ça va aller. Ensuite, on a travaillé sur l'origine, donc l'origine, ou en tout cas l'étincelle qui a mené, qui a fait que la guerre, on va dire, s'est propagée comme ça. Évidemment, la guerre était endémique déjà depuis des années. On peut revenir à 66, même 67, même si le Liban n'a pas participé à la guerre des 6 jours. 68, il ne faut pas oublier donc euh, le cadeau, c'est-à-dire l'attentat Gift, l'opération Gift par Israël, qui a détruit les 13 avions et demi parce que le 14e n'a pas complètement explosé sur le tarmac civil, donc de l'aviation civile sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth, Middle East, TMA et une autre compagnie civile. 68, donc c'était un moment où c'était le 28 décembre 1968 quand, à l'époque, les Libanais, il n'y avait pas de diaspora libanaise qui revenait dans le pays parce qu'il n'y avait pas encore la guerre, donc c'était encore cette espèce d'âge d'or dont on parlait du Liban, mais bon, qui est quand même plus mythique enfin, plutôt plus mythique que réel. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était à cette période-là qu'il y avait une sorte de jet set qui venait carrément du monde entier pour veiller, faire passer le réveillon à Beyrouth. Donc c'était vraiment le lieu de rencontre de la jet set internationale qui venait à partir du 27-28, donc après la période après Noël, passer le nouvel an à Beyrouth. Et à ce moment-là, eh ben, on a l'opération Gift, comme son nom l'indique, donc 68. 69, c'est une des années les plus où on peut retenir le plus grand nombre euh, de, euh, d'incidents ou d'événements, que ce soit dans le sud du Liban ou à la frontière ou même ailleurs. 70 aussi, 72, 73, et puis 74, c'est vraiment un pic. C'est-à-dire, 74 a été l'année très paradoxale où on a euh, le plus haut PIB que le Liban ait jamais connu de son histoire, avant et après 74. Donc, un PIB énorme qui est dû au fait au grand choc pétrolier de 73 et à l'arrivée en masse de ces pétrodollars dans les banques libanaises, justement parce qu'elles bénéficiaient du fameux secret bancaire. Et on a paradoxalement le plus grand nombre d'événements que les forces de l'ordre ont pu euh, consigner, voilà, euh, pendant l'année dans tout le pays. Donc, on aurait pu commencer là, se dire que la violence, elle était déjà là. Sauf que les Beyrouthins et cet écrin de montagne qui entoure Beyrouth, le mont Liban, bah, à la limite, ils étaient complètement dans le déni, ils se doutaient de rien. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de penser, de dire pourquoi les gens des périphéries ont une autre façon de concevoir la libanité que nous. Et ben, et parce que justement, vous êtes au centre, eux, ils sont vraiment excentrés, ils sont dans les marges, ils sont en train de se faire taper ou tabasser tous les jours. Alors, pour ayant, comment dire, euh, j'ai passé de nombreux mois, on va dire, à dépouiller les journaux, notamment L'Orient le Jour, An-Nahar et aussi Asafir, de 1966-7
jusqu'à 1995. Et je peux vous dire que avant 75, tous les jours, il y avait un incident au Liban. Tous les jours, mais pas un seul, et plusieurs même. Et tous les jours, il y avait des bombardements, et on venait couper des oliviers, on venait taper, on venait même jeter des jouets qui étaient sabotés, qui étaient minés, et des enfants perdaient un bras, une main, un pied, perdaient la vie parce qu'ils jouaient avec une petite balle, une petite boule-balle comme ça, et une poupée, etc. Donc il y avait énormément de mutilés. Et ce qui est très intéressant, c'est que les mutilés n'étaient pas d'une seule faction ou d'un seul groupe communautaire, d'une seule religion. Il y avait des chrétiens tout autant qu'il y avait des chiites ou des druzes, etc. Enfin, tous ceux qui vivaient vraiment à la frontière dans le sud du Liban. Donc, voilà, donc je me suis rendu compte de l'étendue de cette du drame, de la violence. Évidemment, tout ça s'est produit. Il ne faut pas oublier que les groupes palestiniens armés qui sont arrivés au Liban à partir, bon, déjà, les Palestiniens, après le conflit de 67, se sont rendus compte que les Arabes ne pouvaient plus en tout cas les protéger, ou en tout cas faire quelque chose pour eux, pour leur faire récupérer leurs terres ou les rendre sur leurs terres. Et donc, ils ont pris un petit peu leur destin en main à partir de 67. Et en 70, les organisations palestiniennes armées ont été complètement anéanties en Jordanie, ce qu'on appelle Septembre noir. Et à partir de ce moment-là, ils ont élu, on va dire, domicile au Liban, là où on les a accueillis pour éventuellement continuer leur lutte à partir du Liban. Et là, ils ont été favorablement accueillis par une faction de la population libanaise qui a vu en eux, parce que bon, il n'y a rien de gratuit, hein, qui a vu en eux la possibilité éventuellement d'abolir ce système confessionnel qui est mis en place depuis le pacte national de 48, je ne veux pas refaire l'histoire, mais qui fait que dans cette démocratie consociative, entre guillemets, il y a, donc les postes administratifs, les postes politiques sont assignés de manière à ce que chaque communauté a ses représentants, en tout cas dépendamment euh, du poids démographique. Mais à ce moment-là, en 43, le poids démographique vraiment n'était pas, c'est-à-dire qu'il y avait une très courte majorité pour les chrétiens à l'époque, qui a très vite, évidemment, qui n'était plus, au bout d'un moment, qui s'est estompé, mais qu'on n'a plus étudié. C'est-à-dire le dernier recensement au Liban sur base confessionnelle, c'était durant le mandat français en 1932. Et depuis, évidemment, on a des estimations dans les bureaux de vote, mais on n'a pas de chiffres exacts sur la taille des communautés. Voilà. Et on essaye de ne plus compter. Voilà. Donc, pour revenir un petit peu à cette logique, donc on a travaillé sur la date du 13 avril, et à cette époque, donc il y avait un chercheur, journaliste qui travaillait justement sur une enquête sur le 13 avril, qui a déjà d'ailleurs abouti à un très très beau livre que je vous invite à lire aussi, donc Marouane Chahine, 13 avril 1975, Anatomie d'une étincelle, voilà, si j'ai bien le titre en tête, et qui m'a très généreusement fait part donc, de ce qu'il avait trouvé. Et on était très heureux, Stéphane et moi, de pouvoir incorporer ces trouvailles dans notre livre, sachant que lui n'avait pas encore publié. Donc voilà. Donc, on a travaillé autour de ce 13 avril. Qu'est-ce qui l'a précédé aussi, comme d'autres incidents qui auraient pu, eux, aussi être considérés comme l'étincelle de la guerre du Liban. Mais c'est à partir du 13 avril et de l'ampleur déjà que les événements ont pris lors du 13 avril que la violence vraiment s'est répandue comme une traînée de poudre un petit peu partout et qu'elle a touché tout le Liban, du nord au sud, vraiment, mais très rapidement, en quelques semaines, quelques mois. Vraiment, on avait atteint la Beka, le nord, etc. Puis Beyrouth, mais très rapidement, c'est complètement embrasé. Bon, tout le monde avait été déjà préparé, certains depuis 69, d'autres depuis 70, d'autres encore depuis 74, mais en tout cas, tout le monde était préparé. Et puis, il y avait l'argent. L'argent était là. Il était d'ailleurs
comme le disent certains que moi j'ai interviewés en fait, mais aussi parce qu'il y a des personnes qui ont travaillé là-dessus, qui ont écrit là-desdessus. L'argent était là, il était carrément dans les banques. Donc les pays qui voulaient absolument financer ou en tout cas sponsoriser les belligérants, ils n'avaient qu'à émettre des chèques ou en tout cas qu'à faire sortir l'argent des banques qui étaient déjà au Liban. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce conflit libanais est inscrit dans une logique de guerre froide, certainement, dans une logique de conflit israélo-arabe. On a dit qu'il correspond à la 5e guerre israélo-arabe, mais aussi dans une logique, et ça c'est très important, euh, euh, de guerre froide inter-arabe. C'est-à-dire vraiment, c'est devenu l'abcès de fixation de tous les problèmes, toutes les tensions entre Arabes eux-mêmes, du Golfe et même probablement de l'Atlantique jusqu'à Babylone, jusqu'à l'Irak. Et c'était très visible, notamment, surtout, alors vraiment, là où on voit que 75 ne pouvait pas ne pas être l'étincelle, c'est vraiment avec l'accord de désengagement du Sinaï. Donc, le premier désengagement du Sinaï en 74, le deuxième en 75, vraiment au moment où la guerre est en train de commencer. Et là, on sent, on comprend que l'Égypte a accepté de faire la paix avec Israël et que on est parti vers des logiques de paix séparées entre pays arabes, donc séparément, et Israël. Et là, on a ce front du refus qui va émerger de certains pays euh, qui ne sont pas les monarchies, justement, parce que toutes les monarchies se sont un peu mises un petit peu de côté. C'est comme s'il y avait une logique quelque part britannique d'un côté, hein, de ceux qui avaient été fondés, créés par les Britanniques, tous ces pays qui avaient été créés avec des monarchies par les Britanniques, et puis ceux qui soit avaient renversé leur monarque, comme l'Irak, ou qui s'en étaient débarrassés, comme l'Égypte, ou bien, mais l'Égypte a signé la paix, ou bien d'autres pays qui, en fait, ont refusé cette paix séparée et qui se sont attachés, d'où le front du refus. Donc on avait l'Algérie, l'Irak, la Syrie, évidemment l'OLP, et j'ai oublié quelqu'un, donc le Yémen, et voilà, la Libye. Voilà. Donc tous ces pays-là, et c'est là où on a compris aussi que le Liban il faisait partie il était en fait le pays où le terrain où se soldaient tous les comptes de ces problèmes entre pays. Alors, voilà. Oui, je vais alors après ça, pour finir juste le livre, donc après avoir travaillé sur ça, on est passé à un premier chapitre qui est la guerre des combattants. Donc la guerre de tous les combattants. On a travaillé vraiment de fond, on a essayé en tout cas d'être le plus exhaustif possible sur comment les combattants ont fait la guerre, quelles étaient leurs motivations principalement, les économies de la violence, euh, bon, tous ces aspects-là. Et ensuite, on a fait un chapitre sur les civils, donc vivre et survivre durant la guerre, euh, tout ce que les civils ont subi durant la guerre du Liban. Et à partir de ces deux chapitres, on a compris qu'il y avait quelque chose qui ressortait, c'est que les combattants avaient fait la guerre de la même façon, quelque part, avec les mêmes violences, et même les mêmes actes héroïques. Et les civils avaient souffert de la même façon, c'est-à-dire qu'on soit à Beyrouth Est ou Beyrouth Ouest, qu'on soit dans la montagne ou à Beyrouth, qu'on soit partout, les gens avaient souffert de la même manière. Et c'est là qu'on a compris qu'à partir de là, on pouvait espérer que si il y a des ONG, et là peut-être j'aurai l'occasion d'en parler avec les questions de Candice, s'il y a des groupes qui ont décidé de d'écrire une histoire apaisée euh, en noyant les responsabilités, donc en évitant l'écueil de ce qu'on appellerait un déterminisme spinozien, on pouvait éventuellement construire une histoire à partir des points communs entre Libanais. Les Libanais pourraient voir qu'ils ont souffert de la même manière de la guerre, ils ont combattu et vraiment usé de crimes de la même manière aussi durant la guerre.
Et voilà. Ensuite, on a fait un chapitre sur les institutions, y compris l'institution militaire, et de la résilience de ces institutions durant la guerre, basée sur des thèses de doctorat, donc des nouveaux apports qui nous sont parvenus, j'aurai l'occasion d'en parler, et qui ont montré en fait qu'au contraire, au lieu d'une déliquescence totale des institutions malgré la guerre, on va trouver que les partis politiques même les leaders politiques, les leaders de communauté, ne voulaient pas anéantir complètement l'État. C'est-à-dire qu'ils voulaient vraiment en profiter, continuer à en profiter, mais sans vouloir le détruire complètement. Ensuite, on a fait un avant-dernier chapitre sur la guerre des autres, sur le sol libanais. Et là, vraiment, on essaie de passer au crible un peu tous les acteurs de la guerre. Sauf quelques-uns parce qu'on n'a pas eu accès à certaines archives, etc., ou en tout cas à certains. Il nous manque des informations, notamment sur certains pays du Golfe, voilà. J'espère qu'on pourra un jour combler tout ça. Et ensuite, on a fait un chapitre sur le bilan, les bilans de la guerre du Liban, où on a essayé aussi de prendre en compte tout ce qui a été présenté comme bilan, vraiment de recouper les informations liées aux chiffres, etc., essayer de voir autant que possible de façon critique, ou vraiment en donnant tout ce qu'on a pu obtenir pour ne pas vraiment prendre parti parce que nous n'avions pas l'information qu'il fallait pour trancher, on va dire, sur quel chiffre était correct. Et voilà. Oui. Alors, pour finir, euh, euh, on- c'est là que j'essaye d'expliquer le déni. Pourquoi le déni par rapport à cette guerre, alors qu'on est dans une hypermnésie au départ, tout le monde s'en empare. Et puis le déni, déjà on me dit, mais tu es folle d'avoir vécu 16 ans de guerre et de travailler depuis 22-25 ans dessus. Ah, mais faut être fou pour le faire. Donc oui, j'assume. Euh, euh, le déni, pourquoi le déni? Le déni, il est d'autant plus ancré que quand on parle de guerre civile, et ça c'est important de le dire, les sociologues, les politologues, les experts en guerre civile, ils ont intégré au sein du terme, du syntagme guerre civile, toutes les ramifications régionales et globales de ces guerres. C'est-à-dire qu'on a bien compris dans nos milieux que la guerre civile, c'est tout ça à la fois. Or, guerre civile en arabe, c'est harb ahliya. Harb ahliya, Liya, ça veut dire parentèle, c'est ahl, c'est famille. C'est la guerre dans les familles. Donc, dire à un Libanais, donc les chercheurs, les spécialistes peuvent comprendre ça, mais l'homme du commun, le layman, le profane, il se dit, mais comment ça peut être une guerre civile, enfin, au terme stricto sensus, oui, voilà, du terme. Comment est-ce qu'une guerre peut être civile alors qu'on a vu la participation de tous ces pays dans cette guerre et qui même soldaient leurs comptes. Je pourrais en parler si tu me donnes l'occasion de donner deux exemples même très significatifs de comment on soldait ces comptes au Liban, qui était justement le terrain où il y avait le chaos, où il était possible de vraiment de solder ces comptes. Alors, le terme harb ahliya pose problème parce que bon, quand on parle arabe, quand on a la représentation de la langue et qu'on a bien intégré sa langue maternelle, etc., dire que harb ahliya et voir que c'était autre chose, c'est pas très évident. Si je veux retourner un petit peu au grec, ils ont bien parlé de stasis, la stasis donc qui divise la cité, donc c'est d'où vient le terme civil, donc ça divise la cité. C'était perçu comme quelque chose de positif parce que il y avait un apport, il y avait à travers la stasis, à travers ces divisions, on pouvait éventuellement sortir quelque chose. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'était un chaos créateur, non, mais il y avait quelque chose de positif. On n'était pas dans la logique hobbesienne du terme guerre civile, qui était vraiment quelque chose d'extrêmement négatif. Or, les Libanais ont intégré l'idée hobbesienne de guerre civile, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement négatif, avec Harb Ahliya, en voyant que ce n'était pas une Harb Ahliya, uniquement une Harb Ahliya. Donc, le déni peut s'imposer, d'autant plus que les guerres civiles, c'est quelque chose de très honteux, c'est des événements très honteux, où il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de trophée, hein, à partir peut-être, sauf si on est dans une culture de guerre,
comme au 19e siècle, on coupait les oreilles des victimes et les nez et les accrochait autour des cous juste pour dire que voilà, ça c'est notre trophée. Donc, les Libanais, beaucoup, en tout cas pas tout le monde, parce qu'il y en a certains qui sont restés dans une logique de guerre, dans une culture de guerre, mais beaucoup étaient passés à une culture de paix. Et on voit ça, c'est parce qu'ils ont été très inspirés par, évidemment, l'enseignement qui nous vient d'Occident, parce que tout le monde parle français ou anglais, et tout le monde a intégré justement là on les comprend plus avec Graza et tout ça, mais tout le monde avait intégré toutes ces logiques justement de culture de paix, de post-deuxième guerre mondiale, le plus jamais ça, et ces notions de droit de l'homme, voilà, de démocratie, de liberté d'expression, de liberté de tout, hein, de culte et tout ça. Donc, il y a cette dissonance cognitive qui existe toujours au Liban et qui fait que euh, moi, par exemple, quand j'étais sur mon terrain, et je finis là, c'était très drôle de voir qu'il y avait des gens qui étaient très fiers d'avoir tué et même qui étaient prêts à répéter et à massacrer, etc. Parce qu'ils étaient dans cette même logique de culture de guerre parce qu'ils trouvaient que c'était épique, que c'était héroïque d'avoir pu faire ça. Et j'ai réalisé que le terme épopée en arabe, qui veut dire malhama, ça veut dire aussi majzara, c'est massacre, ou en tout cas boucherie. Malhama veut dire boucherie, et à la fois, c'est épopée. Et j'avais publié ça d'ailleurs dans nos livres, on a publié ensemble. Malhama veut dire à la fois épopée, il n'y a pas d'autre terme pour épopée, hein, malhama. Et malhama, c'était un carnage, c'est carnage. Donc c'est très intéressant aussi, comme l'arabe ici aussi vient clarifier certaines choses qui sont vraiment culturelles dans cette région du monde, ou bien dans cette région du Liban, parce qu'on parle des montagnards ici, beaucoup plus que les citadins et les urbains et que d'autres avaient carrément été vraiment passés à la culture de paix, à l'occidental, etc., parce qu'ils ont été dans les écoles catholiques ou bien dans les écoles des missionnaires, etc., etc. Donc, c'est très intéressant ce décalage aussi au niveau culturel, etc., etc. Donc, je vais essayer de m'arrêter là. Voilà, et puis je parlerai d'autres choses avec quand Ton exposé ouvre plein d'autres pistes, donc il va falloir qu'on arrive à tenir une conversation dans le temps qui nous reste. Je vais d'abord te remercier, Dima, d'avoir de m'avoir invité, pour m'avoir donné l'occasion et l'opportunité de te remercier pour cet ouvrage, parce que je trouve que c'est une somme historique assez impressionnante, en fait. D'une part parce qu'elle propose une synthèse donc thématique qui est extrêmement riche, et puis parce qu'elle puise à un corpus de travaux mais qui est vraiment impressionnant, multidisciplinaire, pluridisciplinaire. Donc là aussi, vous avez su non seulement diversifier énormément les sources que vous avez mobilisées, mais aussi les types de travaux et les disciplines dans lesquelles il y avait matière à construire cette synthèse. Vous en tirez des éclairages qui m'ont tout particulièrement intéressé sur certains épisodes assez mal connus de la guerre, de cette longue guerre, et notamment sur toute la phase post-82, qui était vraiment bien moins connue, beaucoup moins traitée dans la littérature scientifique que toute la première phase de guerre entre 75 et 82, où effectivement il y avait déjà en plus l'opus Magnus de Samuel Assil. Donc là, j'ai vraiment beaucoup apprécié toutes ces pages sur le post-82, qui est en plus assez complexe. Donc j'ai trouvé ça très éclairant. Et puis, vous prenez acte des développements les plus récents de la recherche, ce qui aussi permet une mise à jour un peu de nos savoirs, et qui permettent donc globalement de remettre en cause quand même pas mal d'idées reçues sur cette guerre, et qui jusqu'à aujourd'hui tiennent lieu un peu de sens commun sur cette guerre, que ce soit sur la nature essentiellement confessionnelle du conflit, on voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, ou sur la question de l'effondrement de l'État que tu as déjà abordé. Vous dites ne pas avoir visé l'exhaustivité, mais alors vous abordez quand même une multitude d'objets et de questions qui laissent vraiment très peu d'aspects dans l'ombre, quelques-uns quand même, mais ça nous donnera l'occasion de travaux à venir. Alors, avant d'entamer cette discussion, je voudrais me permettre quelques petits commentaires sur justement certains de vos choix d'écriture, puisque c'était aussi ça que tu voulais aborder dans cette séance. D'abord celui de la division thématique, hein,
qui a beaucoup d'intérêt, il me semble, mais qui a aussi un coût, parce que c'est un choix, forcément. Donc, parmi ces intérêts, effectivement, le fait d'avoir cette capacité d'offrir une vision des coupes transversales et puis une approche très analytique du conflit, ce qui permet un peu de rééquilibrer les différentes composantes de cette histoire et notamment ce qui vous permet d'accorder une grande importance à des questions d'histoire sociale qui moi personnellement me tiennent, à cœur. Alors que dans les travaux d'une histoire plus classique qui est plus centrée sur les développements politico-militaires, souvent les aspects économiques, sociaux ou autres sont traités à la marge. Alors bien, ils ne sont pas totalement occultés, mais ils sont vraiment secondaires. Alors qu'il me semble que vous, et la grande force de ce bouquin, c'est de pouvoir restituer toute la complexité de l'expérience de la guerre à l'échelle des individus aussi bien que de la société dans son ensemble, et de restituer cette complexité de l'expérience de guerre pour porter une réflexion extrêmement forte sur ce que la guerre génère ou ce que la guerre transforme, et pas seulement sur ce que la guerre détruit. Et montrer, alors voilà, c'est pas le chaos créatif dont tu parlais tout à l'heure, mais quand même de montrer que la guerre est un phénomène historique générateur. On a besoin de donner sens, en tout cas de cette façon, parce que sinon, ça ne fait plus sens. Oui, mais on voit bien qu'il y a bien d'autres approches de cette guerre-là, comme d'autres guerres, qui insistent beaucoup plus sur la désintégration, etc., et pas du tout sur les formes de recomposition et de recréation d'ordres sociaux nouveaux, etc., ce que vous faites très, très bien. Un petit point de détail, mais j'étais particulièrement heureuse que vous ajoutiez un index dans cette deuxième édition. Oui, elle avait été refusée par le premier éditeur. Elle était prête, il était prêt, ce double index, mais il avait été refusé par l'éditeur. Et donc, l'ajout notamment de cet index, en plus d'une chronologie sommaire qui permet de se retrouver un peu dans l'enchaîner des événements, fait vraiment du livre, en fait, un outil de travail. Tout à fait. Je trouve que c'est un outil de travail extrêmement précieux pour les jeunes et les moins jeunes chercheurs, qui vont pouvoir y trouver en fait un état des savoirs sur un très vaste éventail d'objets, de questions, etc. Enfin, on a un outil qui nous permet d'aller trouver dans la bibliographie que vous avez mobilisée plein de références. Donc, merci pour ça. Alors, bien sûr, le coût de ce choix d'un plan thématique, c'est bien sûr le risque en fait de diluer la compréhension de la compréhension chronologique des processus historiques qui se jouent avec leurs enchaînements, leurs bifurcations, leurs ruptures, même si vous avez tenté de pallier cette limite dans le tout premier chapitre qui retrace en fait les grandes lignes du déroulement du conflit en interrogeant sa périodisation, ses différentes causalités, etc. Il me semble néanmoins qu'au-delà de cette compréhension générale des processus historiques, il y a quand même certaines questions qui auraient peut-être mérité de rompre avec l'approche purement thématique à l'intérieur des chapitres, sans remettre en question le plan général. Sur certaines questions, adopter une approche plus séquentielle ou une approche longitudinale aurait permis peut-être d'enrichir votre réflexion. Je vais prendre un seul exemple, c'est dans le chapitre 2, lorsque vous traitez la question de l'engagement dans les milices. En fait, ce que vous faites, c'est que vous proposez une sorte d'inventaire des différentes motivations des acteurs à entrer en milice. Là où en fait une approche longitudinale, donc plutôt une analyse de trajectoire sur le temps long de la guerre, aurait peut-être permis de gagner en force explicative en interrogeant ce qui maintient ou ce qui décourage l'engagement dans le temps. Donc les phénomènes de fatigue militante, les phénomènes d'exit, ou au contraire les carrières miliciennes et la transformation des rôles assumés au sein de la milice. Voilà, donc peut-être dans d'autres travaux à venir, s'autoriser aussi. On touche un petit peu dessus. Il y a des endroits où vous faites un peu plus, mais c'est vrai que parfois je me dis, là, ça aurait mérité d'être un peu en rupture avec cette approche thématique. Tout à fait. Toujours sur le plan de vos choix d'écriture, vous affirmez en conclusion, je vous cite, de ne pas avoir cédé à l'euphémisation ni à l'autocensure. Et effectivement, bien des passages du livre le prouvent. Vous n'épargnez aucun des protagonistes dans cette longue guerre. Kellon yani kellon, pour reprendre l'un des slogans de la Sahara. Tout le monde en prend pour son compte. Et vous n'épargnez pas non plus vos lecteurs.
quand vous abordez en fait les épisodes les plus tragiques et les violences les plus crues. C'est vrai que du fait de ta propre expertise aussi sur ces questions, l'analyse des formes de violence extrême est particulièrement fouillée, ce qui peut être éprouvant à la lecture dans le contexte en plus que l'on connaît actuellement, mais qui en même temps, voilà, permet de regarder la réalité de cette guerre en face. Donc c'est assez courageux comme choix. Vous avez aussi fait le choix de rendre compte d'une pluralité de points de vue et d'une pluralité d'interprétations des faits ou des causes de la guerre, aussi bien parmi les chercheurs que parmi les acteurs de la guerre. Petit bémol que j'ajouterais, c'est qu'on sent parfois que lorsque vous veillez à exposer ces différentes lectures des événements, vous vous gardez bien de trancher en fait certaines questions controversées, que ce soit par exemple, alors tu as un petit peu là, tu as un peu commencer un peu à trancher, enfin, apporter des éléments de réponse sur la question de la qualification de cette guerre comme guerre civile, mais aussi sur la pondération des responsabilités. Et il me semble que ces questions non tranchées, en fait, ne sont pas des faiblesses de l'ouvrage, mais plutôt l'expression d'un choix historiographique assumé, celui de la complexité, celui de la pluralité des points de vue et d'un refus en fait des explications univoques ou monocausales ou monofactorielles, Parce que qui sont en fait un propre des mémoires fragmentées qui agitent encore le champ politique, notamment au Liban. Et du coup, ce choix historiographique que vous avez fait me semble faire écho à un débat au long cours, en fait, au Liban, en tout cas depuis la fin de la guerre, depuis en fait l'adoption des accords de Taïf et de l'article qui concerne l'unification des programmes et des manuels scolaires pour l'enseignement de l'histoire. Et cette sorte d'injonction à l'écriture d'une histoire consensuelle qui s'impose à tout historien voulant faire œuvre l'histoire de cette guerre. Alors, dans d'autres contextes nationaux, j'ai en tête notamment celui de la Bosnie, c'est plutôt un modèle qu'on a appelé multiperspectiviste, qui a été promu par les acteurs internationaux notamment lorsqu'il s'est agi aussi de transformer, enfin de reprendre les programmes d'enseignement de l'histoire et les manuels scolaires. Ça n'a pas été forcément une grande réussite non plus, je tiens à le dire. Ça n'a pas réussi à apaiser non plus les mémoires de la guerre en Bosnie ou la conflictualité latente qui continue de traverser la société bosniaque. Mais au Liban, en tout cas, le choix qui a été fait, notamment lors de ce processus tenté, qui allait assez loin, mais finalement avorté, de réforme des programmes et des manuels. Donc entre 1994 et 2001, il y a quand même eu tout un travail qui a été mené et qui est arrivé jusqu'à la publication des manuels. Les nouveaux programmes ont été publiés au journal officiel, les nouveaux manuels ont été pour la plupart rédigés. Le contexte politique de l'époque, la tutelle syrienne, ont fait en sorte que cette réforme avorte, mais elle avait quand même fait ce choix, au contraire, d'unifier les récits. Et les historiens qui étaient impliqués dans ces commissions avaient réussi à trouver des compromis, en fait. Mais c'était au prix, en fait, d'une mise sous le tapis de toutes les questions posant problème, ce qui aboutissait à un récit historique complètement, je vais reprendre les termes de Catherine Le Thomas, qui parlait d'un récit historique aseptisé, dont toutes les aspérités étaient gommées. Voilà, c'est une chose de lisse, mais qui finalement, en fait, ne satisfaisait personne non plus. Donc ça va m'amener à ma première question, après ces longues remarques introductives. Donc, en dépit de cette tentative de réforme, la guerre civile reste toujours absente des programmes et des manuels effectivement en usage dans les écoles libanaises. Et du coup, dans quelle mesure, en fait, votre livre est-il né de ta pratique d'enseignement de cette histoire auprès des étudiants du Liban? Parce qu'on a vraiment le sentiment à la lecture que vous cherchez beaucoup moins, en fait, à vous positionner dans une série de débats académiques ou politiques autour de cette guerre, même si vous le faites quand même sur pas mal de questions. Mais en fait, vous cherchez vraiment à offrir un corpus de savoir fiable, partageable, voilà, une sorte d'état des savoirs validé, en fait. Donc voilà, ma première question, c'est vraiment comment votre expérience pédagogique a-t-elle façonné, en fait, cette ambition de transmission historienne? Et puis, plus largement, comment tu conçois aujourd'hui le rôle de l'historien
face à ce passé conflictuel? Est-ce que c'est plutôt un rôle de médiateur qui chercherait à mettre à distance des mémoires passionnelles, concurrentes, conflictuelles, ou plutôt comme un acteur critique, engagé dans la refondation d'un récit historique, mais qui serait affranchi de cette injonction politique au consensus? Je ne sais pas si oui. on fait question par Je question. Voilà. peux même reprendre les termes que tu as employés. Voilà, juste pour. Alors, je te réponds d'abord à la deuxième question, puisqu'on y est. Personnellement, moi, je me vois comme acteur critique engagé. Je ne me vois pas du tout comme médiatrice. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour. Vraiment, je travaille comme historienne. Et ça, c'est un long cheminement. J'assume que je suis voilà, extrêmement neutre pour une Libanaise face à ce à quoi je suis confrontée dans la lecture ou dans les témoignages ou ou dans voilà, dans les entretiens que j'ai eus de la guerre du Liban. C'est-à-dire que je ne me vois nulle part. Et ce travail, ça a été c'est comme un chirurgien, quelqu'un qui va à l'école qui suit une formation de médecine au départ, qui va voir un cadavre, en tout cas un corps, on va commencer à faire l'anatomie, etc. Donc il y a des gens qui vont perdre, euh, qui vont syncoper, qui vont s'évanouir, d'autres qui vont abandonner carrément la médecine, etc. Donc, on voit ça en tout cas là où j'enseigne, à l'école de médecine, il y a souvent ce genre de cas, c'est pas évident de. Et puis finalement, le métier d'historien crée la distance. Mais c'est une distance, pas ce que tu viens de dire, c'est-à-dire euh, 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 c'est pas que j'ai mis ou on a mis une distance aux mémoires, enfin on a mis à distance les mémoires concurrentes. La distance est arrivée pour moi en tout cas avec la pratique, c'est-à-dire que euh, j'ai c'est comme si j'avais complètement intégré ou absorbé euh, la totalité de cette guerre, que je l'ai acceptée. Voilà, elle s'est produite, c'est ça. Il y a eu des résultats qui m'ont aussi affecté personnellement. Et c'est accepté. C'est comme si c'était. C'est très difficile. J'étais même très heureuse de comprendre un jour que je suis arrivée à ça. Mm. Et j'ai fait ce constat. Je l'ai fait sciemment, ce constat, que this is where I am. Voilà, je suis là et je pense devoir être un petit peu fière de ça. Voilà. Pour Stéphane, évidemment, c'est pas la même chose qui l'a motivé, parce que Stéphane, d'abord, n'est pas spécialiste de la guerre, donc il est spécialiste du Liban, il n'est pas spécialiste de la guerre, il a déjà cette distance d'office. C'était très drôle parce qu'en écrivant l'introduction, c'était à moi de faire le garde-fou, alors que je pensais que c'est lui qui allait faire le garde-fou pour l'introduction, parce que j'écrivais l'introduction durant la guerre de 2024. Donc et j'étais dedans, quoi, et donc j'avais tous mes sentiments, enfin tout était là. Et en même temps, c'était moi qui prenais de la distance. Et Stéphane qui voulait être plus, je lui ai dit non, 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 on va garder le même tempo, le même style, le même. On va essayer, on va tendre en tout cas vers justement une forme de neutralité, en tout cas par rapport à cette période aussi, de la même façon qu'on a fait pour le livre. Et c'était très drôle parce qu'il me l'a rappelé souvent, il m'a dit, mais c'est fou comment c'est fou, c'est comment c'est toi qui m'a mis, qui a mis de la distance avec ce que toi-même tu vivais. Et je lui ai dit, c'est peut-être parce que je vivais ça que je pouvais me permettre justement cette distance. Parce que quand on est à l'extérieur, on a tendance à agir avec beaucoup plus d'empathie, ou bien parce que justement, on n'est pas dedans. Et quand on est dedans, justement, on arrive Alors, notre but, en tout cas pour moi, c'était pas du tout d'agir en tant que médiatrice, c'était de proposer justement, comme tu l'as si bien dit, ces lectures, ce corpus, pour que lorsque il y a des ONG aujourd'hui qui travaillent, comme LH, comme Lebanese Association for History, comme d'autres organismes qui sont en train de décrire
d'essayer qui tente un manuel scolaire, justement, comme tu l'as si bien dit, donc multiperspective. Et, j'étais très fière ou très contente de voir qu'ils se sont fondés sur notre livre. Donc, j'ai pas fait partie de l'exercice, donc en tant que médiatrice, en tant que comment dire euh, conseillère ou je ne sais quoi. Il m'appelle évidemment, et il me demande, enfin, il me pose des questions, etc. Je fais partie d'un autre organisme de chercheurs qui est affilié à LH, mais j'étais très heureuse de voir que c'est ce livre qui les a inspirés pour pouvoir écrire une histoire apaisée, moi ce que j'appelle apaisée et dépassionnée, de la guerre du Liban, en ayant aussi en tête euh, pareil, le sentiment ou les exigences ou les attentes euh, euh, du Libanais, du Libanais. Donc, c'est pas un récit de Français qui écrivent sur le Liban, d'Européens, d'Américains, etc. Parce qu'il y a tellement de thèses de doctorat. On peut voir, par exemple, rien que de parler de cette thèse ou ce livre sur la drogue, ou bien les filières de drogue et d'argent, enfin, financé durant la guerre du Liban de Jonathan Marshall, rien de parler du concept de le bourbier, Bourbier. voilà. Le bourbier de la guerre du George Liban. Orwell. Voilà, non, oui, en plus, oui, George Orwell qui a été repris par Schulhofer-Wohl et qui a travaillé sur cette question de bourbier, comment on alimente justement la guerre, comment la guerre elle est alimentée à l'extérieur puis à l'intérieur. Je pense qu'on va parler de ça tout à l'heure. Et tous ces concepts, par exemple, Marie Bonte qui travaille sur la nuit ou bien la vie sociale ou bien la vie nocturne à Beyrouth, aussi on a intégré. Donc elle va travailler sur plus long que la guerre, que la période de la guerre. Donc on va intégrer cette partie qu'elle a travaillé sur la guerre. Donc c'est très intéressant. Donc on a essayé d'avoir aussi d'être le plus proche euh, du vécu des gens qui vont. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'appellent, qui me disent, mais ça c'est moi. C'est moi là, tu es en train de décrire dans les petits détails comment moi j'ai vécu la guerre. Et c'était ça le but. Il y a même des anciens combattants qui m'ont dit, c'est, c'est- vous m'avez à la limite dépeint ou dévoilé, enfin voilà. Comment vous êtes arrivé à autant en tout cas de- comment dire, De vérité. de justesse? Oui, de justesse ou bien même oui, voilà, de réalisme ou de nuance pour essayer de contrer nos profils, etc., etc. Donc, parce qu'on a été très franc, on n'a pas dit que c'était des héros, etc. On a dit que c'était des gens qui étaient aussi motivés par l'argent, motivés par... Et il y avait les gens sincères qui voulaient absolument défendre leur famille, etc. Donc, il y avait le côté idéologique, il y avait le côté... Oui, tu me tends une Oui, perche oui, pour oui, la oui. question suivante Oui, parce que je pense oui, tout à fait. qu'il faut qu'on Voilà. on avance Voilà. un peu, sinon on n'aura pas le temps d'avoir une discussion avec Je ne sais pas si j'ai répondu à ta première question qui est... Si, non, mais oui. ça va aller. Oui, oui. Donc, je prends la perche sur la question de la place du facteur idéologique. Oui. Parce que vous écrivez que la guerre du Liban, à bien des égards, annonce certaines logiques des conflits du XXIe siècle, c'est-à-dire des guerres d'après, des guerres civiles d'après-guerre froide. L'urbicide, la privatisation de la violence, la fragmentation territoriale, etc. Mais en retour, du coup, ça m'amène à une autre question, c'est en quoi, en fait, cette guerre est-elle différente d'autres guerres civiles plus typiques de la guerre froide? Et à vous lire, on a l'impression que ça se joue euh, au niveau du poids que vous accordez à la prise en compte des dynamiques idéologiques. Euh, les dynamiques idéologiques, elles étaient pourtant extrêmement présentes dans les discours de l'époque, Oui. en tout cas au début de la guerre. Début de la guerre, oui. Ouais, la première partie de la guerre, mais qui est en fait est aussi. Ensuite, la guerre se nourrit de ses propres dynamiques, mais au début, en tout cas, elle est très présente chez les partis de gauche, les nationalistes arabes, les Kadeb, etc. Alors que dans votre analyse, elles sont relativement mises à distance au profit de logiques sociales, de logiques territoriales, de logiques confessionnelles ou de logiques géopolitiques qui vont structurer le conflit. Alors, cette approche plus structurelle, elle est extrêmement féconde et tout à fait fondée historiographiquement, mais on peut quand même s'interroger sur ce qu'elle laisse en retrait, en fait, ce qu'elle ne permet pas moins d'explorer, c'est-à-dire les enjeux proprement politiques, mais aussi
tous ces imaginaires, notamment les imaginaires révolutionnaires, qui ont animé les premières années de la guerre. Je renvoie à un article récent de Nate George Oui. sur le programme transitionnel d'août 75, donc le programme qui a été qui a été proposé par le mouvement national libanais, qui va au-delà de la simple moucharaka participation réclamée par je dirais les notabilités musulmanes dont tu parles, mais qui va vraiment un vrai programme de suppression du confessionnalisme politique, enfin voilà, un programme proprement révolutionnaire et de gauche. Et Nate propose une relecture en montrant qu'en fait, c'est justement l'ambition de ce programme qui a suscité en retour une mobilisation aussi bien de la droite conservatrice, notamment chrétienne, puisqu'il s'agissait de préserver aussi un système qu'elle savait jouer à son avantage, mais aussi d'un certain nombre d'acteurs extérieurs qui ne souhaitaient pas voir ce programme se réaliser. Oui. Donc votre choix finalement de finalement accorder relativement peu d'importance à cette dimension-là et de la mettre à distance, est-ce que c'est un choix méthodologique, je dirais, assumé, qui est fondé en fait sur le constat d'un effacement assez rapide en fait de ces affrontements idéologiques dans le cours du conflit, puisque très rapidement d'autres logiques de situation vont se mettre en place? Ou bien c'est parce qu'il vous semble que cette dimension idéologique vous semble en fait surévaluée dans cette historiographie? Alors, oui, alors, voilà. Alors, tout d'abord, quand j'ai fait les entretiens, et ils sont nombreux, et avec beaucoup d'anciens combattants, j'ai pu comprendre, ou en tout cas mesurer la fluidité, en tout cas des idéologies, pour dire le peu. Et pas seulement fluidité quand elle a existé, ou en tout cas cette critique de la part des acteurs même de leur aveuglement idéologique, ou bien la non-compréhension de l'idéologie. Mais vraiment, je ne vais pas dire Candice, mais c'était systématique. Systématique. Alors, je ne sais pas, Nate George, s'il a fait autant d'entretiens que moi, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. S'il s'est fondé sur les livres comme ceux de Fawaz Draboulsi ou autres, qui vraiment parlent d'idéologie, justement, parce que c'était vraiment le moteur du combat, etc. Il fallait vraiment, pour résister, pour faire de la résistance, surtout face au projet israélien d'expansion, etc. Donc, on avait besoin d'idéologie, justement, pour pouvoir mobiliser. Alors, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, quand je vais dans la montagne et qu'on me dit que nous, on s'en fiche de socialistes, progressistes, nous, on suit Kamal Jumblat jusqu'à la mort, et là, alors que Mokhtara est au-dessus de tous les villages. Donc, quand on me coupe la tête, ma tête va aller à l'encontre de la gravité pour monter jusqu'au village de Mokhtara où vraiment je loue allégeance au Jumblat, où j'ai eu la même chose, mais dit différemment, que ce soit pour le leader Kataeb, Pierre Jmaïl, ou après Bachir, et même après la mort de Bachir, c'était encore pire. Et après Samir Jaja, bon, mobilisation sur aucune base idéologique, à part la communauté, bon, on peut en parler. Et il y a aussi, par rapport à Camille Chamaoun, par rapport à... Mais tout le monde, y compris la gauche, parce que moi, quand je vois que... Est-ce que c'est pas des effets de reconstitution a posteriori, parce que justement, la guerre ensuite a dérivé vers on est d'accord, mais le seul exemple que je veux donner qui est déjà assez patent, assez manifeste, c'est le fait que pour résister, et c'est ce que j'essaie de défendre dans l'introduction, c'est que la guerre, pourquoi 50 ans? Pourquoi 50 ans? Malgré les ruptures et les cédures, on va en parler, mais pourquoi 50 ans? 50 ans, en fait, c'est la même logique. Aujourd'hui, le Liban, il est toujours dans la même logique d'une fracture qui divise sa population en deux, ceux qui sont pour une certaine résistance, et la résistance, c'est au projet sioniste, au projet expansionniste israélien, etc., et une autre faction de la population qui espère une certaine neutralité, peut-être toujours selon comment dire, en 49, l'accord, comment dire,
Partition? Non, pas la partition. Les accords d'armistice. Non, les armistices, voilà, l'armistice de 49, et en faisant ce que souhaite le grand patron américain qui, justement, est le plus puissant et qui dicte certaines choses. Et puis, pour aller dans le flux, quand on va dans le sillon des Américains, on est sûr qu'on va pas, voilà, qu'on va faire son intérêt, qu'on va faire de l'argent, qu'on va pouvoir éduquer sa famille, etc. Et c'est pas en suivant. Alors, justement, quand on voit cette fracture qui est là, les acteurs ont beau changer de part et d'autre, peut-être plus d'une part que d'autre. On a vu que finalement, le nationalisme arabe s'est cassé la gueule, le nationalisme syrien aussi, le communisme, évidemment, notamment après la chute du mur de Berlin, etc. Et puis la fin de la guerre s'est terminée avec la fin de la guerre froide, juste avant. Toutes ces factions, toutes ces logiques, toutes ces idéologies, en fait, n'ont pas abouti, et que finalement, en 82, d'abord la révolution iranienne de 79 et après 82, l'invasion israélienne du Liban, on a vu que finalement, une autre logique, une autre radicalisation va avoir lieu, et c'est la naissance de Hezbollah à partir aussi d'une certaine logique qui est celle de l'imam Moussa Sadr de départ, qui avait commencé donc dès le début des années 70, mais qui justement s'est dit pourquoi ne peut-on pas mobiliser à partir de l'islamisme chiite dans la continuité de la logique de Karbala, plutôt que le Parti communiste libanais représentant tous les chiites, hein, c'est le premier parti au Liban en 1926 durant le mandat, donc, et tous les chiites qui se sont, on va dire, alors qu'il est fondé par deux maronites de Bekfaya, donc on a tendance à oublier ça, Fouad Chemel et Youssef Brahim Yazbek, qui sont de Bekfaya. On pense que c'est juste Pierre Juin, mais en fait, on a oublié que le Tanbak et le Tabr, c'était Bekfaya. Je vais t'interrompre parce Oui, que oui. Anne me rappelle Mais quand au on respect voit... du temps, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, Oui. parce que justement, je me demande dans quelle mesure il n'y a pas aussi ce qu'on pourrait appeler un biais du survivant dans cette analyse des fractures. Oui. Maintenues, c'est-à-dire que oui, effectivement, il y a une fracture entre les tenants d'une forme de neutralité du Liban plutôt pro-occidental et les tenants puisque la question du conflit avec Israël n'est toujours pas réglée, d'une position de résistance et d'alliance avec les autres acteurs régionaux qui défendraient cette posture de résistance. Mais il y a par contre d'autres enjeux qui ont complètement disparu. Et la question et qui ne sont plus des enjeux structurants aujourd'hui. Typiquement, la question de l'abolition du confessionnalisme, qui était, il me semble, voilà, qui était quand même au cœur de cette alliance passée entre le mouvement national et les Palestiniens. C'était pas uniquement la question de la résistance qui était au cœur de leur programme, c'était aussi la question de l'abolition du confessionnalisme. Donc, il y a certains enjeux, et à l'époque même dans l'autre sens, on entend des discours entiers de Pierre Gemayel qui sont sur l'anticommunisme en fait. Oui. Il y avait vraiment une peur, mais alors, la peur rouge. Je vais aller au-delà de cette question de. Je vais essayer de la penser dans les termes un peu plus généraux parce que vous défendez dans le livre l'idée que la guerre ne s'est jamais arrêtée depuis 75, et puis je vais vous citer que le conflit, loin d'avoir disparu, s'est imposé au contraire comme un phénomène chronique et structurant. Moi, je trouve que cette continuité, je suis pas hyper à l'aise avec cette idée-là qu'on entend beaucoup, et qui est fondée sur plein d'éléments, hein, qui ne la rendent pas totalement idiote non plus, mais déjà, cette idée d'une continuité pose quand même la question d'une sorte de fatalisme historique qui ferait que le Liban serait un pays condamné à la guerre par-delà. Mais surtout, ça nous rend incapables, ou ça nous empêche de penser, en fait, de penser ensemble ce qui est de l'ordre du sédimenté et ce qui est de l'ordre de la reconfiguration de la conflictualité autour de nouveaux enjeux, hein, qui ne peuvent pas être réduits à ceux qui étaient à l'œuvre dans la guerre. Comment penser aussi les discontinuités, toutes les tentatives inabouties, les moments d'ouverture des possibles, sans les réduire à des sortes de parenthèses sur une trajectoire historique qui serait celle, en fait, de la perpétuation de la guerre perpétuelle, en fait. Voilà. Donc, comment tenir compte du fait qu'effectivement, il y a des héritages, il y a des choses qui sont de l'ordre, voilà, ce que j'appelais du sédimenté,
Mais il y a aussi quand même de nouveaux enjeux, de nouvelles formes de conflictualité. On n'est pas dans la répétition du même, quoi. Tout à fait. Alors, je vais commencer par le fait, alors ça vient de mon terrain, j'ai senti qu'il y avait une énorme césure entre les élites politiques qui parlent avec un discours idéologique et la masse des mobilisés. Il y a une énorme césure. Et elle était vraiment présente. C'est-à-dire que quand je rencontrais ces gens-là qui se sont battus, soi-disant pour des idées, mais ils se sont battus pour des idées. Mais eux, pour eux, ils se sont pas battus pour des idées, ils se sont battus pour des leaders. Ils se sont battus pour avoir quelque chose aussi à partir des idées. C'est-à-dire que les idées n'étaient autres que des canaux qui vont leur permettre, voilà, maintenant d'avoir quelque chose en politique, d'avoir un poste, d'être libéré, d'être émancipé, et que telle gauche ou tel parti défendait. Donc il y avait ça. Mais j'étais vraiment très étonnée de savoir que finalement c'était plus pour des questions très personnelles d'abord. Très personnelles, c'est-à-dire quand quelqu'un me dit, moi je me suis battue parce que je voulais avoir accès au meilleur enseignement, à l'hôpital pour mon fils. Et dès le départ, dès 75, dès 70, 69, quand ils sont entrés, etc. Moi, je voulais me battre, etc. Alors, il y a ceux qui voulaient se battre pour protéger leur famille, protéger leur... Mais j'étais vraiment très choquée de la différence entre ce que défendent les élites. Alors, les élites. Alors, j'ai trouvé aussi que par rapport aux élites, j'ai trouvé que, et ça je l'ai écrit dans l'article que je vais t'envoyer d'ailleurs sur guerre locale, hein, guerre civile, guerre locale, j'ai trouvé que les élites avaient des discours, que ce soit là ce que tu viens de mentionner, merci d'ailleurs pour ça, Pierre Jmei, il est en train tout le temps de casser le communisme, etc. Ou bien Kamal Jumblat en train de justement de faire l'apologie de la gauche, ou bien qui faisait partie de l'internationale socialiste, enfin plein de... J'ai compris, et avec beaucoup de lectures et beaucoup d'entretiens, que finalement, ces gens se positionnaient dans une logique de ce qu'Henri Laurence appelle le jeu des ingérences et des implications. C'est-à-dire que pour avoir un sponsor ou un patron étranger qui va financer, qui va les soutenir, etc., qu'il soit les États-Unis ou bien l'URSS, pour anéantir le rival intérieur, il fallait absolument adopter le discours du sponsor. Et le discours du sponsor, quand il est américain, ça va être l'anticommunisme. On est en train de se battre contre le communisme. C'est exactement ce qu'a fait d'ailleurs Camille Chamond quand il a fait rentrer les Américains en 58 au Liban. Il a dit que mais c'est le communisme qui arrive. On était dans le nasserisme qui avait déjà participé à Bandung au mouvement des non-alignés. Donc c'est drôle que on va accuser de communisme justement pour essayer d'amener ceux qui sont vraiment dans l'idéologie, ou en tout cas qui ont mis, voilà, c'est l'idéologie, nous on défend le monde libre, anticommuniste, etc. Moi, pour me projeter, pour être sponsorisé par les États-Unis et pour que les États-Unis m'acceptent, hein, déjà, je vais gonfler les chiffres de mes milices. Hein. Les forces libanaises disaient 15 000 hommes, 20 000, 10 000 hommes, etc. Ils n'ont jamais eu plus que 7 000, 8 000. Enfin, tu vois, il y a toujours ce bragging, hein, tu veux te vendre, you have to brag about it. Tu vas essayer de te montrer dans la même chose pour les partis de gauche, la même chose pour cette logique donc anti-consumérisme, anti-capitaliste, confessionnel, etc. La révolution perpétuelle, etc., etc. Donc, mais il y avait les masses ne suivaient pas parce qu'ils n'avaient pas lu, ils comprenaient pas. Et beaucoup ne comprenaient pas. Toi, tu vas me dire, oui, parce que les intellectuels, oui. Ah ben les milieux étudiants, les milieux syndicaux. Mais pas beaucoup. Mais quand ils disent, oui, mais ceux qui ont porté les armes, ceux qui ont porté les armes, il y a les mamans, oui, celui qui a pris 200 et 300 dollars pour aller combattre, pour aller se battre, ils ne comprenaient rien. Je te promets, je peux te faire écouter des heures et des heures d'entretien. Tu serais très étonné.
Donc oui, mais alors ce Je pense qui qu'il y est aurait peut-être une sociologie à faire en tout à fait fait, de l'engagement milicien tout à fait. pour Mais je voir vais te dire une les chose. différents profils, parce qu'on a Et des les travaux étudiants, oui. sur les cadres intermédiaires et la Alors, je vais manière te dire dont autre chose. Parmi les étudiants, tu sais combien les chrétiens, à partir de 67, 68, justement parce que c'était très in et ça faisait très bien d'être comme à Woodstock ou comme à Paris de mai 68, etc., contre la guerre du Vietnam. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait les kata et juste après, qui étaient dans ces milieux estudiantins en 67, 68. Et moi, ils me racontent, ils sont là, ils sont encore vivants, ils racontent, et ben, qui étaient très contents de suivre enfin, la révolution sexuelle, l'émancipation des mœurs, etc., etc. Ça faisait très, très bien. Et ça s'arrête là, c'était très bien. Et puis, il y avait une logique, évidemment, qu'ils ont intellectualisée, qu'ils ont, voilà, et qui faisait qu'ils ont suivi ces mouvements. Et puis, dès que tu touches à leur région, à leur patelin, etc., ils sont devenus force libanaise. Tu te dis, ah, ok, qu'est-ce qui se passe là? Donc on les connaît, tu les connais, je t'en parlais. Ok, mais c'est très intéressant parce qu'il y avait des femmes, des hommes qui étaient dans des milieux Ashrafi, etc., tentés, tu vois un peu aussi, qui étaient dans qui pensaient qu'elles allaient refaire mai 68 à Beyrouth. Et qui, en fait, se sont retrouvés après dans d'autres logiques et très, très vite, très rapidement, du moment que ça a commencé, et avec les Palestiniens. Donc, je peux la t'enchaîner dernière chose, là-dessus oui. pour Alors la Ah, dernière chose, parce qu'on par a une rapport à question. oui, oui, on a parlé dès le départ du paradigme de la guerre permanente, parce qu'il est devenu un paradigme de la guerre permanente à l'extérieur. C'est-à-dire quand on parle du Liban, ah pauvre vous, etc., etc., alors que bon, on continue de lancer sur les tables à Beyrouth, donc ah pauvre vous, mais vraiment vous parlez enfin, vous êtes de guerre en guerre, vous n'arrivez pas. Et puis si on parle si les gens continuent de danser sur les tables à Beyrouth, c'est parce que justement, c'est une société tellement mortifère qu'elle a besoin de vraiment de déjouer la mort, de sortir la mort parce qu'elle vit avec la mort, justement, tout le monde vit avec la mort, qu'on a besoin donc l'expulser quelque part, et on va aller dans un excès de vie pour parce que on est dans le carpe diem, hein, donc tout ce qu'on voit à Beyrouth, ça fait partie aussi d'un oui, on ne sait pas quand est-ce que il y a un drone qui va nous tomber dessus, ou même par hasard, on va faire un collateral damage, et ben autant faire la fête. Donc il y a cet aspect, il y a tous ces aspects qui est un peu, donc que je n'arrive pas, que je ne, personnellement, que je ne voudrais pas, en attendant que tout ça soit peut-être théorisé, que je ne voudrais pas enfermer dans des choses déjà faites auparavant et que je trouve maintenant personnellement dépassées, très dépassées par rapport aux entretiens, par rapport aux gens que je vois et que j'entends et qui, les anciennes logiques, même académiques, ne vont plus. Ne vont plus. Pas toutes, évidemment. Sinon, on n'aurait pas pu construire notre livre sur tout ce qu'on a déjà pris. Mais il y a beaucoup de choses qu'il y a à remettre en question. Et moi, je suis un peu inquiète parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent avec leur propre apport, on va dire, ou attachement idéologique et qui vont essayer d'appliquer ça au Liban, et qui est comme ça, un peu mise en boîte, en faisant fi de toute cette fluidité qui existe sur le terrain libanais et chez les Libanais en général. Partout, partout. Je Voilà. vais profiter C'est des pas si quelques minutes qui nous restent juste pour poser une dernière question, mais tu l'as déjà rapidement évoqué. Alors j'en ai préparé plein d'autres, mais on pourrait rester des heures à discuter ensemble autour de ce livre. Mais quelque chose que je trouve jusqu'à présent pour moi, ça reste en fait quelque part un peu une énigme. Mais tu as commencé déjà à l'évoquer, c'est qu'en fait, euh, on est surpris par la rapidité avec laquelle des formes de violence extrêmes s'ajoutent au répertoire d'action milicien classique, en fait. Vous le montrez bien, dès les tout premiers rounds, Oui. ce qu'on appelait les rounds, donc au cours de l'année 75, ces moments de combat intermittents, suivis de cessez-le-feu plus ou moins durables, etc. Et là, on se dit, alors faire commencer la guerre au 13 avril 75 et d'avoir immédiatement des formes voilà, de violence, des massacres, des choses extrêmement, et de violence en corps à corps, au contact. Là, on se dit,
est-ce qu'il faudrait pas, vous le faites un peu, mais je trouve que vous l'assumez pas assez franchement, en fait, revoir vraiment la périodisation, Ah oui, c'est clair. parce que on se condamne à penser ces formes de violence comme une sorte d'atavisme si on ne voit pas tout le processus, si on n'inclut pas tout le processus de montée en violence, avec bien sûr des pics, des moments, des moments où c'est clair. c'est pas du tout une montée linéaire en violence. Mais en tout cas, il y a tout intérêt à penser sur une périodisation plus longue pour comprendre soudainement ce surgissement d'une sorte de rage meurtrière totalement incroyable. Et je voulais te demander comment expliquer ce recours immédiat à des formes extrêmes. Écoute, ce livre n'était pas une révolution en soi. Ça ne s'est pas voulu comme une révolution de tout ce qui a été fait avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si de manière très spontanée, et là on l'a vu cette année, les gens ont adopté, et tout le monde, c'est ça qui est drôle, c'est très sympa, cette date, la date du 13 avril, quelque part, elle a été adoptée par tout le monde. Alors, ceux qui ont subi l'affaire du bus de Ayn Ramaine et ceux qui l'ont perpétré. Avec évidemment tous les événements, les trois événements ou les trois qui ont eu lieu avant. Il y en a eu trois avant. Donc, c'est très spontané. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu n'étais pas là avant le 13 avril, ben, je vais te raconter ce qu'il y a à Ain Remene. J'ai des photos. Donc, à Ain Remene, aujourd'hui, on a mis une immense photo de Joseph Bourassi. On a mis une stèle pour Joseph Bourassi. Alors, Joseph Bourassi, c'est celui qui a été tué le matin même avant l'attentat contre le bus d'Ain Remene qui contenait des Palestiniens et des Libanais, parce on oublie de le dire souvent qu'il y avait des Libanais. Il y a même un Libanais chrétien maronite qui faisait partie des tués, donc ça c'est Marouane aussi. Et donc, c'est intéressant de voir que finalement, bon, c'est pas aussi noir et blanc qu'on le dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, Joseph Bourassi avait été tué ce matin même. Lui, c'est un Abadai, c'est-à-dire un fier à bras de la région et du quartier de Ain Remene, qui est un quartier de la banlieue sud de Beyrouth, qui était un garde du corps du chef des Kataeb, Pierre Ismail, et qui, lui, a joué le Abadaï avec des passants palestiniens en leur disant vous partez d'ici, vous déguerpissez, etc. Bon, il y en a deux autres qui sont venus dans une autre voiture qui ont tiré dessus, il est mort. Et puis après, tout le monde s'est échauffé dans le quartier. Et puis à l'arrivée du bus, comme si vraiment ça a été offert sur un plateau d'argent, hein, qui a fait 16 ans de guerre, ça y est, on va tomber sur le bus. Alors, quand on voit que c'est assumé dans le quartier d'Ain Remene, que c'est assumé par les Palestiniens et les chiites à côté, et les gens de Har Tahrik et de Shiyah, entre les deux, Shiyah appartient aux deux. Ain Remene fait partie de Shiyah, il n'y a pas une baladie Ain Remene, c'est soit Funeshebek, soit Shiyah. Et quand on voit que ça a été naturellement ou accepté, en tout cas par les deux, sans que personne ne critique, et en fait parce qu'on n'arrive pas à s'entendre sur une sortie de la guerre, sur une date de la sortie de la guerre, pourquoi commémorer un début de guerre? Moi, je trouve ça quand même ridicule. Il faudrait peut-être commémorer une fin de guerre. La fin de la guerre, c'est là où, même si c'est une guerre, c'était une paix négative avec les Syriens d'un côté, les Israéliens de l'autre au sud, on peut au moins commémorer une sortie de guerre, voilà. Alors que on commémore le début de la guerre. Et ce 13 avril, on n'a pas commémoré. Alors, c'est très drôle parce que les gens de Saïda n'ont pas revendiqué que le début de la guerre soit. Alors, ils n'ont peut-être pas revendiqué, mais là, pour le coup, moi, c'était quelque chose qui m'avait frappé. C'est que j'ai travaillé un moment notamment sur les chronologies qui ont été produites dans la guerre. Il y a eu comme ça un genre de production demi-savante on produisait des chronologies de la guerre. Il y en a une dizaine, tout un corpus. Oui, tout à fait. Et c'était intéressant de voir dans ces chronologies. Il y a même 69. Quand est-ce qu'ils font commencer? Il y a 69. Les Kataeb, mais 69, c'est le début de la guerre. Et en fait, la date
à peu près alternative qui était proposée, c'était effectivement février à Saïda. Bien sûr. Mais pourquoi? Et elle était défendue, cette possibilité d'un début de la guerre alternative, elle était défendue plutôt par des gens de gauche, nationalistes arabes, tout à etc. fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 13 avril 75, bon, déjà, ça se passe à Beyrouth, et effectivement, la violence est quand même déjà d'un degré supérieur qu'en février à Saïda. Mais surtout, elle oppose Kataeb et Palestiniens. Donc, elle met tout de suite Les deux acteurs cœur évidents de la guerre. et au cœur de la guerre, un conflit qui n'est pas un conflit purement libanais. Civil, exactement. Alors que, je dirais pas civil parce que on aura ce débat à un autre moment sur la question du civil. Complètement libanais, c'est vrai. Février à Saïda, donc c'est une manifestation de pêcheurs qui dégénère, qui est réprimée par l'armée, où le leader des forces nassériennes de Saïda Député Marouf Saad va être blessé et donc mourra de ses blessures. Et là, vont s'en suivre déjà des épisodes de violence, de répression, etc. Mais là, c'est une question sociale qui est au cœur de la violence. Et c'était pas la première. Et c'est pas la première, mais c'est celle qui débouche sur la violence et qui oppose des acteurs principalement libanais, même s'il y avait des Palestiniens aussi dans le lot, à l'armée libanaise, c'est-à-dire à l'État. Donc, c'est-à-dire qu'on aurait une toute autre lecture, en fait, de la genèse de cette guerre civile si on mettait la date initiale au 23 février, je crois que c'est le 23. 23, plutôt qu'au 13 avril. Ça, c'est un point de détail. Mais 26. On aura donc peut-être pas le temps, parce qu'il a laissé un peu tard, mais de monter en fait beaucoup plus en amont sur pour comprendre cette explosion de violence. Je reviens à la question on a fait la boucle, on a bouclé la boucle. Je reviens à la question des responsabilités qui a commencé quand. Ça dépend où tu retournes. Mais nous, on a traité ça. Si on cherche à expliquer l'entrée dans des formes de violence extrêmes. Avec décentralisation du corps de mais là, c'était pas non plus la première, parce que si tu veux, dans la même logique du 13 avril, tu peux retourner à 70, lors de cet incident de Kahale, lorsque les Kataeb ont fait un guet-apens lors des Shia, des funérailles, des obsèques de Jamoul, du leader palestinien, d'un combattant, d'un leader, pas leader, mais d'un haut placé ou d'un responsable, un cadre palestinien, qui passait par Kahale, village très maronite, et qui allait pour, en fait, ils essayent de lui trouver un... Et paf, on lui tombe dessus, il y a alors, combien de morts, si je me rappelle bien, presque 18, voilà, une vingtaine. Et là, j'ai bien lu. J'ai lu ton livre. alors 18 morts. Et là, ça va être absorbé par Kamal Jumblat, etc. Alors, le même Kamal Jumblat qui a pu absorber cet événement à Kahale a été intransigeant avec George Howie, qui lui a écrit son discours. Et voilà, qui a écrit le discours de Rachid Solah, qui va être intransigeant le jour du 13 avril. Donc c'est très intéressant aussi ça, et on a essayé de travailler sur ces choses-là parce que c'est la même logique, parce qu'on est dans la logique Kataeb, en tout cas libanais, contre palestiniens, en tout cas ceux qui sont qui sont pro-palestiniens au Liban. Donc, mais ça n'explique pas les formes prises par la violence. Oui. La violence prend des formes différentes. Oui. Mais à ce moment-là, tu peux retourner toujours en arrière et trouver la même logique que le 13 avril et qui est peut-être plus prépondérante, parce que 69 c'était pareil aussi, qui est plus prépondérante que l'idée de armée qui réprime une manifestation. Et là, parce que finalement l'armée, elle a très vite perdu de sa liberté d'action, puisqu'elle a été accusée par les uns de ne pas faire assez pour contenir les camps palestiniens et les Palestiniens qui ont des actions en Israël, etc. Et puis d'un autre côté, l'autre partie des Libanais qui disait que l'armée libanaise n'était pas en mesure de défendre le Liban et les Libanais contre les attaques israéliennes. Quand ils sont rentrés à Beyrouth en 73 et même avant, il y a eu pas mal. Kanafani, ils l'ont tué aussi. Enfin, il y a
d'éléments qui fait que finalement l'armée, les leaders politiques de notabilité ou bien sunnites, et notamment Rachid Salah, puis après Rachid Karame, ils ont eu peur justement d'une fragmentation de l'armée et ils ont carrément paralysé l'armée. Et donc finalement, l'armée, elle a été remplacée par deux factions, les uns pensant qu'il faut défendre le Liban contre Israël et les autres, il faut défendre le Liban contre les actions palestiniennes qui attirent les représailles d'Israël. Donc voilà, voilà. Bon, si je veux simplifier sans être réductrice, enfin très réductrice. Voilà. Merci beaucoup à tous, merci beaucoup Dima. Merci.